Le problème, c'est que nous, au Congo, on n'est pas organisé. On a peur de mourir. On ne va pas au bout de ce que nous commençons. Or, on ne peut pas faire un combat sans financement. Moi, j'ai toujours pensé que l'Afrique a tout pour se construire elle-même. Regardez comment nous, les Congolais qui avons des SAFU, comment nous préférons les SAFU du Cameroun. Chacun peut donner à l'autre ce que l'autre n'a pas. Entre la RDC et le Congo-Brazza, on peut bien faire un pont route-rail. On aurait pu le faire depuis longtemps pour le développement de nos économies. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices de la Radio Bacamé. Nous sommes en compagnie de nos experts et de Madame Sadio Morel-Kanté, connue pour beaucoup comme étant la militante qui se bat pour les droits des Congolais, des Africains et des Maliens. Elle a l'actualité, c'est elle aujourd'hui qui va être au centre de notre actualité. Nous allons lui poser des questions. Elle va se défendre, non pas se défendre, mais essayer d'éclaircir certains qui essaient de se poser des questions sur son engagement au Mali. Alors que, comme tout le monde, nous avons tous, bien sûr, chacun d'entre nous, parfois, la binationalité, si ce n'est pas la tri ou même plus que ça. Madame Sadio, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir à tout le monde. Oui, je me porte en merveille. Avec mes multiples combats, voilà, ça se passe bien. D'accord. Vous êtes en compagnie de Kayus Ebelebe, qui lui sera accompagné de ceux qui commentent aussi l'actualité. On parlera aussi d'actualité. Hein. Il y a M. Patrick Ndion Gabriel, ancien membre du PCT, ancien président du PCT, économiste, professeur en France. M. Gabriel Ndion, bonsoir. Bonsoir, M. Kayus. Bonsoir, Mme Sadio Kanté. Très heureux d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Vous Très heureux. Sosten Mambi Miambalat, agronome, docteur en agronomie, hein, lui aussi actif sur la place de Paris. Monsieur Miambalat, bonsoir. Bonsoir et vraiment bienvenue à ma sœur Sadio, que je connais très bien. Merci. Et on a eu toujours, on a eu même un débat sur une chaîne camerounaise un jour, la Constitution, et on milite tous ensemble. Merci beaucoup. En dernier, nous avons M. Grégoire Gaïno, politologue. M. Gaïno, bonsoir. Élu local français, un Congolais de francophone. Bonsoir, Mme Sadio. Bonsoir. Bonsoir. Les gens pour l'Afrique. Merci. Merci. Alors, ma Sadio, pour que les gens qui l'aiment bien l'appellent, comme on dit, hein, Jeanne d'Arc, on dit que vous êtes la Jeanne d'Arc. Vous avez l'actualité, vous êtes aujourd'hui au centre de nombreuses questions. On va aller droit au but. Vous êtes aujourd'hui membre d'un gouvernement d'exil. Ma première question, c'est, vous avez décidé d'affronter de front M. Goïta? Ah non, mais c'était depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est... je crois que l'ultime phase de mon combat contre lui, hein, contre la junte malienne, contre des gens sans vision et qui viennent faire souffrir tout un peuple. Moi, mon combat a toujours été combattre les injustices, combattre les gens qui ne comprennent pas que la démocratie est quelque chose de d'abord africain. De nos manières ancestrales, nous avons toujours œuvré de manière démocratique, c'est-à-dire le peuple sous le Mbongi, c'est pas que le chef qui parle. Le chef prend sa décision sur les décisions. N'est-ce pas une forme de démocratie? Alors si aujourd'hui on vient nous dire que les coups d'État sont la norme et que la démocratie est devenue accessoire, je dis non, je combattrai ce genre de personnes ou d'entités, mais jusqu'à en déployant ma dernière énergie, je les combattrai, voilà. Donc, Madame Sadio, moi j'aimerais quand même que vous puissiez approfondir votre point de vue sur la phrase que vous avez utilisée tout à l'heure qui m'a fait tilt. Les coups d'État sont devenus la norme. Est-ce que au Mali, les coups d'État sont devenus la norme? Bon, je vous dirais qu'au Mali, il y a plus eu de pouvoir militaire que de pouvoir civil. Donc, de 60 à 68, il y a eu un pouvoir civil avec Modibo Keïta. Et ensuite, il y a eu 23 ans de pouvoir militaire avec Moussa Traoré, qui a été balayé par
ceux qui voulaient le multipartisme, ceux qui voulaient autre chose. Alors, on a tenu comme ça et Alpha Omar Konaré, un civil, est venu au pouvoir. Il a fait 10 ans. Comptons bien, hein. Il y a eu d'abord 8 ans, ensuite 10 ans de civil, 23 ans de militaire. Et ATT est venu, il a fait 1 an et demi. Il est militaire. Il s'en va. Alpha est venu 10 ans. Après Alpha, il y a eu ATT qui est venu, qui est revenu pour 10 ans. Oui. N'est-ce pas? Donc, ça fait pouvoir civil. 10 ans, ça fait, 20 ans, plus les 8 ans du premier président, ça fait 28 ans. N'est-ce pas? Oui. Entre-temps, Aya Sanogo a pris pour, je sais pas, 2 ans ou quelque chose comme ça, avant que on ne remette Dioncounda Traoré en transition qui conduit Ibeka pour 7 ans. Donc, faites le compte, vous verrez. Et, étant donné que ATT est un militaire, hein, est un militaire qui refait 10 ans. Donc, Alpha fait 10 ans, ATT, Ibeka 7 ans, et le premier président 8 ans. Les 23 ans de comment on appelle, de Moussa Traoré, plus les 10 ans de ATT, les 10 ans et demi de, les 11 ans et demi de ATT, pardon, 11 ans et demi de ATT, vous ferez le compte, et les 2 ans de Aya Sanogo et les 4 ans bientôt de Assimi. Donc, ça veut dire que les militaires ont toujours eu plus ont toujours plus géré le pouvoir au Mali que les civils. Et maintenant, quand je dis que le coup d'État devient la norme et la démocratie une exception, c'est par rapport aux 3 États qui se sont appelés AES, qui sont tous venus par coup d'État et qui savent que dans la charte de la CEDEAO, il y a les accords additionnels de Cotonou qui mettent le volet politique là-dedans. Et que vous avez vu en Sierra Leone et au Libéria, quand le pouvoir était perturbé, la CEDEAO a intervenu. Un peu, il y a même pas longtemps, les forces d'attente de la CEDEAO ont intervenu encore en Gambie pour faire partir Yaya Jammeh. On n'a pas parlé, on n'a pas dit, personne n'a dit à l'époque que ces militaires-là, les forces d'attente étaient venus pour faire la guerre dans ces pays-là. Non, ils sont venus rétablir la vérité démocratique. Ils n'étaient pas venus faire la guerre. Donc, ils ne seraient pas non plus venus faire la guerre au Niger, comme on l'a dit. Étant donné qu'au Niger, Bazoum était un président élu qui n'a pas démissionné du tout. On n'a pas pu le faire démissionner comme on a fait démissionner Kaboré, comme on a fait démissionner Damiba, comme on a fait démissionner Ibeka. Ibeka, non, Ali Bongo, c'est autre chose, parce que les chartes en Afrique centrale, de la CEMAC et de la CEDEAO ne sont pas les mêmes. D'accord. Donc, ce qui peut être accepté en Afrique centrale ne l'est pas en Afrique de l'Ouest parce qu'il y a la charte additionnelle qui politise la vie en dehors des barrières de l'union monétaire, douanière, économique et la libre circulation des biens et des personnes. Il y a une charte additionnelle de Cotonou qui a été prononcée en 91 et mis en valeur en 2001. Donc, ça fait que lorsque la Côte d'Ivoire rentre dans ces tumultes en 2002, cette charte a été mise en application, les pays ont été suspendus et sanctionnés, la Côte d'Ivoire. Et le Mali faisait partie de ces sanctions. Le Mali et la Côte d'Ivoire et le Burkina et tous les pays de la CEDEAO étaient partie prenante pour que la force en attente arrive en Gambie quand Yaya Jammeh a voulu fourvoyer les choses. Donc, d'où vient-il que quand ces militaires arrivent, ils fassent croire, mettre les gens dans le tropisme pour leur dire que non, nous, ce que nous faisons, c'est pour chasser le blanc, c'est pour chasser le français. On peut pas. Ils peuvent pas nous dire économiquement que la France met la main basse sur ceci ou cela. La France, je m'en fiche d'elle. Je pense que elle est à l'origine de nos maux, mais que nous-mêmes, nous n'avons pas su surmonter. Parce que 60 ans après, quand même, le Japon, il lui a pas fallu tout ça pour faire sa résilience et de se positionner deuxième économie mondiale, alors qu'elle a connu Hiroshima, alors qu'elle a connu Nagasaki, alors qu'il a failli être rayé de la carte du monde. Elle a fait sa résilience. La Chine et nous, c'était pareil. On peut pas prendre 3 pays pauvres qui n'ont pas de système économique efficace et dire qu'ils sont l'avenir de l'Afrique ou de l'Afrique de demain. Non, 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 c'est des gens qui finalement sont venus pour eux. Parce que
Je vais vous dire une chose. Sadio, on va essayer d'aller étape par étape, s'il vous plaît. Étape par étape. D'accord. Ne sont pas les mêmes. Hein. Voilà, je sais que vous avez beaucoup parlé, mais étape par étape. Excusez-moi, ma chère Sadio, je crois qu'il faudrait placer la situation des 3 pays du Sahel dans leur contexte. Comment ils sont venus au pouvoir? Oui, on va en parler, monsieur Miambalé, on va en parler. D'abord, on va essayer de voir pourquoi elle est là, parce que ce soir, elle est là, parce qu'on veut, les Congolais, même les Maliens, les Africains, veulent la situer. Madame Sadio, elle est venue en France, c'est ce que les Congolais ont dit, et on a échangé avec elle sur ça. Elle est ouverte. Elle est venue, on l'a découvert dans un combat qui était une journaliste chassée du Congo, fière d'être congolaise, et puis certains, aujourd'hui, disent comment peut-elle être congolaise et aujourd'hui prétendre être membre d'un gouvernement d'exil malien. Alors, comment vous pouvez expliquer aux gens cette transition-là? Non, il n'y a pas de transition. D'accord. Moi, je suis né de mère sénégalaise. Oui. Demain, je peux être dans un combat sénégalais avec ma nationalité sénégalaise. Ça ne devrait étonner personne qui connaisse le droit. Je suis née congolaise. Je suis 100% congolaise. Personne ne peut me l'enlever. Mon père est malien. Et le chic avec la nationalité malienne, c'est que c'est une nationalité impérative. Comme la nationalité algérienne, comme on la porte dès qu'on est né. On ne s'en débarrasse pas. Le droit du sol. Pardon? Non. La nationalité malienne, il suffit de prouver qu'on a un ancêtre, même si c'est 500 ans, malien, et de porter la nationalité malienne le même jour. Elle vous a donné de facto. À partir du moment où vous avez un lien malien, vous l'êtes de facto, c'est une nationalité impérative. Vous ne pouvez pas la refuser, elle est de facto octroyée. Quelqu'un dans votre lignée est malien pour avoir la nationalité. Elle vous a octroyé de facto. On ne la demande pas. Voilà. Moi, comment je possède la nationalité malienne? J'étais à Brazza de passage en 2004, je crois, et il y avait des problèmes de passeport. Sinon, d'habitude, je venais au Mali avec mon passeport malien, congolais, pardon, et à l'aéroport, on me disait de payer le visa. J'ai dit, mais comment on peut s'appeler Kanté et payer le visa? Ils m'ont toujours dit que c'est pas le nom Kanté qui compte, c'est le document que je porte qui compte. Donc, je payais le visa pour rentrer au Mali. Et maintenant, avec tout ça, une fois, je me suis retrouvée donc en 2004 au Mali, au Congo, et que il y avait le problème de carton qui se posait. Je me suis levée avec la carte d'identité de mon père. Je suis allée au consulat du Mali au Congo, dans le quartier Mfouala. Je leur ai dit que je veux avoir ma nationalité malienne. Sur le coup, on m'a établi mon acte de naissance malien, que je suis allée retrouver. Parce que vous avez démontré l'affiliation avec papa. Voilà, avec papa. Oui. Donc, ils n'ont même pas posé de problème. Ils ont dit, oh, vous, on vous connaît. Voilà. Ils m'ont établi mon acte de naissance malien. Oui. Et ils l'ont envoyé au ministère de l'administration territoriale. Quand je suis allée pour qu'on m'établisse mon certificat de nationalité, je l'ai trouvé là-bas. Ils n'avaient même pas encore traité. Donc, ils m'ont dit, oh, il faut aller d'abord au commissariat, convertir l'acte de naissance et puis revenir. Je suis allée, je l'ai fait, on me l'a converti. Et pour devenir totalement malien, c'était là en 2021 que le consulat du Mali en France ici a traité de manière juridique et de droit mon cas et j'ai eu la carte NINA. Donc, je suis rentrée dans le système informatique malien pour les dossiers et la nationalité malienne. Sinon, avant 2021, je ne l'étais vraiment pas. D'accord. Je rappelle à M. Gaïno, M. Miambalé et M. Ndion que vous pouvez intervenir à tout moment. Enfin, c'est pas que je ne l'étais pas, mais je n'étais pas reconnu dans le système. Officiellement. Voilà. Alors donc, quand vous avez la nationalité, vous n'avez en rien renoncé à la nationalité congolaise. Je ne renoncerai à aucune d'elles. C'est comme renoncer à une partie de moi-même. Écoutez, l'empire du Mandé, la charte du Mandé, le précurseur, c'était Soumangolo Kanté, parce que c'est lui qui combattait contre l'esclavage. Et Soumangolo Kanté n'est autre que mon ancêtre du côté paternel et maternel. Mes deux parents sont Kanté. Il y a un qui est du Sénégal, l'autre du Mali, et toute l'Afrique de l'Ouest, on trouvera les mêmes noms, les Keïta, les Camara, les Fofana. Ce sont les gens qui ont construit l'empire du Mandé. Et donc, c'est à partir de là que, comme il était abolitionniste de l'esclavage, la charte a été confectionnée par les chasseurs pour ça.
et celui qui devint l'empereur, empereur après avoir battu mon ancêtre dans un dernier combat, a prêté serment sur cette charte-là, dont l'initiateur est mon ancêtre. Donc le nom Kanté, tout le monde sait que c'est pas congolais, mais personne ne peut nier que j'ai pas eu une vie antérieure ailleurs qu'au Congo. J'ai pas d'amis d'enfance ailleurs dans le monde qu'au Congo. Je n'ai été à l'école, j'ai pas d'amis d'enfance dans toute mon école primaire, de la maternelle à l'école primaire ailleurs dans le monde qu'au Congo. Moi, la première fois que je quitte le Congo, j'ai 15 ans. J'ai 15 ans quand je vais pour la première fois au Sénégal. C'est bien après que je connais le Mali. Je connaissais pas le Mali du tout. J'ai connu le Sénégal avant le Mali. Pardon. Voilà. Je voulais poser une simple question, une petite question. Pardon? Tu as oublié Samori Touré parce que celui-là, celui qui a plus combattu. Non, ça c'est plus récent. Samori Touré, c'est plus récent. C'est en 1900, il est mort en 1902. Moi, mon ancêtre, son histoire se situe en 1200 et quelques. Donc, c'est pas les mêmes. La terre brûlée, c'est lui. Donc, c'est le dernier combattant de la zone. Non, mais ça, c'est pas mon ancêtre. Samori Touré n'est pas mon ancêtre. Je peux pas le citer. Je parle de mon ancêtre qui a vécu avant Samori, 6 siècles avant ça, 6 à 7 siècles avant Samori. Monsieur Gagnon, c'est au 13e siècle. D'accord, monsieur Gagnon avait une question. Allez-y. Oui, je voulais savoir, est-ce que le Mali autorise la double nationalité Le Mali n'a jamais fait problème de multiples nationalités. C'est la dernière constitution de Assimi Goïta qui a écrit que le Malien de binational ne peut pas être chef de l'État, président de la République. Sinon, le Mali ne s'occupe pas des nationalités parce que c'est un peuple de migration depuis le IIIe siècle. Il y a eu les premières forteresses au Mali depuis le IIIe siècle et vous verrez les peuples qu'on appelle les Djoula en Côte d'Ivoire ne sont autres que des Maliens qui sont allés dans des pays plus verts pour se chercher. Donc l'immigration malienne commence depuis le IIIe siècle. D'accord. Donc vous avez la binationalité, vous restez congolaise, vous êtes malienne et vous décidez aujourd'hui, après avoir plusieurs fois combattu publiquement le Congo et un peu le désordre qui y règne, pour vouloir la justice. Et là, vous vous engagez de plein fouet dans un gouvernement d'exil malien. Qu'est-ce qui se passe sur le combat au Congo? Vous abandonnez? Bon, le combat au Congo, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été traité de tous les noms. Gabriel John est là pour témoigner. Si moi j'ai déjà travaillé avec un gouvernement congolais, ou être consultant dans quelques structures congolaises, je crois qu'il aura beau fuir, il ne trouvera pas. Cependant, quand je grandissais, le Congo était un. Il y avait pas, moi, j'ai pas senti de séparation de classe sociale ou quoi que ce soit. On portait toutes les mêmes tenues, les mêmes couleurs de tenue pour aller à l'école. Ainsi, j'ai grandi avec les enfants de Sassou. C'est quand je suis venu, j'ai dit, je connais tous ces enfants, on a grandi ensemble. Et puis là, c'est encore poto-poto. Hein. Donc, on était tous à l'école ensemble, dans les quartiers ensemble. On était les initiateurs des booms ensemble. On y allait ensemble. Dire ça a fait que les Congolais ont dit que voilà, elles jouent double jeu. Enfin, les Congolais, pas tous les Congolais. Certains, oui. Certains. Qui pensaient que ma visibilité me rapportait de l'argent. Alors que c'est l'argent que moi-même j'ai ramené avec moi du Congo, du Mali, des États-Unis avant de venir ici, que j'ai injecté dans les manifestations. Parce que je suis venu, je n'ai trouvé que 2 banderoles ici, dans les manifestations. C'est celle des assises qui soutenaient, qui militaient contre la mort de Régis Batoula et du SACER. J'ai dit non, les manifestations doivent avoir des thèmes. Il faut qu'on ait des micros. J'ai acheté avec mon argent. Pas l'argent de quelqu'un d'autre. Je prenais le taxi parce que quand je quittais, j'habitais à l'époque à la Selle Saint-Cloud, quand on finissait les manifestations, il y avait plus de train pour arriver à la Selle Saint-Cloud. Le train s'arrêtait vers 19h parce que c'est des villes où les gens ont tous leurs moyens de transport, donc ça s'arrête très tôt. Je prenais des taxis à la Défense, des taxis parisiens pour rentrer chez moi à mes frais. Et tout le matériel que je possédais, dans un premier temps, je les ai achetés tout avec mon argent. Donc, ils ont peut-être pensé que, voilà, il y avait
Ils ont voulu faire croire qu'il y avait un lien entre moi et le système, surtout que lorsque j'ai interviewé, j'avais d'abord interviewé déjà Pierre Ngolo, ça s'est passé inaperçu, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai interviewé les Boao, les Mathias Nzo, les Mirassa. Je me suis dit non, je suis journaliste, je ne peux pas interviewer que l'opposition. Il faut que j'interviewe aussi quelqu'un du pouvoir. Ainsi, j'ai interviewé Thierry Mongala. Ouh là 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 là. Ça fait que ils ont eu l'élément qui leur manquait pour leur dire que voilà, elle est du système. Alors qu'un journaliste reste un journaliste. Ceux qui ont parmi nous des pharmacies, j'espère que quand Sassou ou les membres de sa famille vont dans leur pharmacie, ils vont pas leur dire parce que tu es du PCT ou tu es parole de Sassou quand tu ne vendras pas le médicament. Le journaliste, c'est comme le militaire, c'est comme le médecin. Voilà. Même celui qui nous fait du mal, on est obligé de le traiter. C'est comme ça. Nos métiers sont des métiers comme ça. Voilà. Ah, donc vous avez gardé ça et vous êtes toujours... Non, mais il y a aussi des journalistes engagés, à ne pas confondre ceux qui font que du journalisme. Quand vous êtes journaliste engagé, vous n'avez plus la même casquette. Mais journaliste, attendez. Journaliste engagé, la base, c'est du journalisme. Je suis engagé dans mon militantisme, je ne suis pas engagé dans le journalisme. Il faut faire attention. Mon combat, c'est comme si j'adhère à un parti politique. Tous les journalistes peuvent le faire. Ça n'entache pas le fait que... Attendez, un journaliste engagé ou pas, ton rôle, c'est de donner la parole à tout le monde. Est-ce que vous pensez que les médias russes, aujourd'hui, dans la guerre de l'Ukraine et de la France, la guerre de l'Ukraine, par exemple... Monsieur Bilibé, excusez-moi. Parce que je sais qu'elle a investi son argent, tout ça, mais elle n'était pas la seule. Parce que quand tu es venu nous trouver... Oui, mais que je sois la seule ou pas, c'est pas ça mon problème. Je suis en train de vous dire que ils ont pensé peut-être que j'avais pris de l'argent quelque part, alors que c'est mon argent que j'investissais. J'ai pas dit que quelqu'un d'autre n'a pas investi. Il faut faire la part des choses. On n'est pas en contradiction, je suis venu informer. Je ne veux pas de contradiction. Ce qu'elle dit, monsieur Miambalat, ce qu'elle explique, c'est son histoire. Elle explique comment elle entend le combat et ce qu'elle a apporté. Le plus qu'elle a apporté. Beaucoup de gens peuvent reconnaître quand même que Mme Sadio est venue bousculer les choses à Paris. Je n'ai pas dit que tout le monde n'a pas fait. Ce que j'ai dit qu'il vous faut comprendre, monsieur. Écoutez-moi, doucement. Merci. Écoutez-moi, excuse-moi. Je suis en train de parler. Ce que je suis en train de dire, j'ai dit que les gens ont certainement pensé que je gagnais de l'argent par le pouvoir, alors que c'est moi qui mettais mon argent dedans. Et que j'ai dit que quand je suis venu, je n'ai trouvé que 2 banderoles. Banderole de Sasser et banderole des assises. Je leur ai dit non, c'est pas comme ça. Il faudrait que chaque manif ait un thème. Donc une banderole et des affiches appropriées au thème qu'on va prendre. Ça n'a rien à voir avec le fait que personne d'autre n'a mis son argent dedans. D'accord. S'il vous plaît. Ok, on va avancer. Oui. On va avancer. Non. Oui. Monsieur Miambalat. Oui, mais pour avancer, il ne faut pas aussi dire certaines faussetés. Non, elle n'a pas dit de fausseté, monsieur. Elle a pas dit. Je vais écouter votre émission. Si vous êtes venu pour savoir des choses... C'est une compatriote. Oui, mais elle n'a pas dit de fausseté, monsieur Miambalat. Non, mais c'est une compatriote. Oui. Sadio, c'est une compatriote. Oui. Mais moi, je parle en connaissance de cause. C'est une compatriote. À l'ambassade, on était là. Même sa première master. Mais pourquoi je t'avais remis, tu te souviens que je t'avais remis un drapeau? C'est parce que tu étais congolaise, non? Pourquoi tu n'as pas dit... Attends. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que tu dis? Monsieur Gaïno, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Oui, mais attends, non, mais non, monsieur Miambalat. Attends, monsieur Miambalat. Je vais poser avec celui qui a dit qu'il ne faut pas me laisser dire des faussetés. Ce que j'ai dit, en quoi c'est faux? Mais parce que tu donnes l'impression que tu as été rejeté, c'est la raison pour laquelle tu ne veux plus peut-être participer au combat. C'est ça ce que j'ai compris. Alors, mais j'ai pas été rejeté. Tu peux prouver que j'ai pas été rejeté? Mais je peux le prouver. J'ai pas été battu ici, là. Non. Que c'est moi qui suis. J'ai pas été battu, tu n'es pas au courant. Oui, mais ça a été. Arrête, hein. Il ne faut pas remuer les plaies. Hein. D'accord, Madame Sadio Morel, Madame Sadio, monsieur Miambalat, juste une minute. Monsieur Miambalat. Attends. Sadio. Non, attendez. S'il te plaît. Oui. Il n'a pas entendu tout ce qui a été dit sur moi, grisée, infiltrée, empoisonneuse. Elle prend l'argent ici, elle prend l'argent là-bas.
Bon, on dit ça à beaucoup de gens. Oui. Beaucoup de gens. Si on- Moi, je le subis. parce que- On le subit tous. On subit beaucoup de ça. Madame Sadio, Est-ce que c'est parce que- s'il vous plaît, Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous Tu as plaît. la chance parce que tu Monsieur as Miambalade, une s'il vous triple plaît. Monsieur nationalité. Miambalade, s'il vous Mais plaît. pour ceux qui n'ont qu'une seule nationalité. Monsieur Miambalade. Attendez, Monsieur je Miambalade. ne veux plus, Obambi. Ceux-là vont faire Non, comment? monsieur Miambalade, s'il vous plaît. Monsieur Miambalade. Obambi. Monsieur Miambalade. Je suis. Sadio. Il est en train de me mettre en position défensive. Je Sadio. crie alors qu'il y a des gens ici. Oui, s'il vous plaît. J'ai pas envie de crier. Sadio, J'ai pardon. envie que Monsieur Nyambaba ne me pose plus de questions. Bon, d'accord, monsieur Miambalade. Monsieur Miambalade. Monsieur Miambalade. Non, je vais plus Monsieur poser Miambalade. de questions. S'il vous plaît, monsieur Miambalade. Oui. Monsieur Gaïno voulait parler. Monsieur Gaïno. Non, mais je voulais tout simplement arrêter ce débat qui n'est pas d'intérêt public. S'ils ont des comptes à se rendre, ils doivent le faire en dehors de la radio. Là, nous sommes, je pense qu'elle est venue pour qu'on puisse débattre des problèmes aussi bien du Mali que de l'Afrique, parce que ce qui se passe au Mali ou ce qui se passe au Congo, il y a pratiquement beaucoup de ressemblances. Oui, Bon, non, mais on va donc- d'abord finir. Deux petites questions. Voilà. Deux questions en plus. Merci beaucoup. Deux questions en plus et puis on finit. Donc, Madame Sadio, aujourd'hui, vous êtes dessus par la communauté congolaise. Vous pensez qu'il est mieux pour vous de vous concentrer sur le Mali, si je comprends bien. Non, non seulement ça, le problème c'est que nous au Congo, on n'est pas organisé. On a peur de mourir. On ne va pas au bout de ce que nous commençons. Or, on ne peut pas faire un combat sans financement. Quand je suis venu, c'est Anissé de Norvège là qui est venu me voir pour la première fois en posant la problématique des cotisations. Personne n'a suivi. Est-ce qu'il est possible de faire un combat sans argent, sans s'organiser, que chacun vienne seulement parler? Quand on a fini de parler, il n'y a pas de suite. Je me souviens que les assises avaient engagé beaucoup de personnalités, des journalistes comme des Kwatindé, à signer dans le monde notre combat pour notre combat. C'est des gens qui ne peuvent pas rentrer aujourd'hui au Congo, alors qu'ils étaient là-bas avant comme chez eux. Donc, quand ils ont pris fait et cause pour nous comme ça, et que le combat finit en queue de poisson, c'est chacun veut parler, chacun veut dire qu'il est plus congolais que l'autre, personne ne veut cotiser, c'est des insultes. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Elle est sale, elle est dégueulasse. Tsanga a fait un post sur moi pour dire que ma maison est un box-on et que les gens viennent pour payer 50 ou 100 euros, ça dépend du client, pour faire ce qu'ils ont à faire. Voici ce que je suis. J'ai menacé de lui porter plainte, c'est le dauphin Maleka qui est intervenu pour que je ne le fasse pas. Alors, quand le débat se personnalise, alors que notre objectif commun, c'est de nous battre pour que la dictature tombe, et que ça tourne jusqu'à ce qu'on me batte lors d'une manifestation devant des dizaines de Congolais, personne n'a intervenu. À commencer par Michel Pondy, je suis tombé à côté de son pied, à 1 centimètre de son pied. Il a continué à déployer des banderoles comme si c'est une feuille morte qui était tombée, quoi. C'est à partir de ce moment, je me suis dit, alors, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Et après, j'ai quand même continué par les médias, même Gabriel. On s'est retrouvé sur les médias, je crois, plus d'une fois. Je l'ai sollicité aussi pour des interviews pour que nous essayions de voir, essayer de cerner les points divergents qu'il y a entre nous et comment faire pour que le PCT même comprenne que Sassou n'est pas le bon homme pour que nous puissions vivre en paix au Congo. Mais rien n'y fait. Après, j'ai commencé à me confiner dans les médias, on m'a pris en tant qu'analyste, en tant que spécialiste de l'Afrique, en tant qu'expert de ceci ou de cela, et finalement, je suis devenue une analyste incontournable pour les questions africaines sur tous les médias à destination de l'Afrique. De Deutsche Welle à la Voix de l'Amérique, et je commençais à me sentir bien, ainsi de suite. Et puis, la forfaiture, le coup d'État arrive au Mali. On était contre tous la gabégie de Ibeka, on a soutenu le coup d'État au départ. On leur a donné la possibilité de faire des réformes pour que ce qui arrivait avant n'arrive pas, mais au fur et à mesure, ils ont commencé à se cramponner au point que ils ne donnent même plus de calendrier. À chaque séance, ils disent, même leur charte a pris fin, leur pouvoir a pris fin le 26 mars. Ils sont toujours là, sans aucune perspective de départ, sans aucune perspective de départ. Est-ce qu'on peut soutenir un truc comme ça ou libérer le peuple avec les problèmes énergétiques? Et nous savons qu'un président, quand tu n'es pas élu, tu n'es pas président de la République, tu ne peux pas lever les fonds. Un pays en guerre qui ne lève pas le fonds, imaginez que le carburant vienne à manquer alors qu'on a une lutte qui est de combattre, de mettre à plat le djihadisme.
à défaut, négocier pour que les Maliens ne s'entretuent plus. Parce que ce soit les djihadistes, ceux qui meurent, ceux qui tuent, l'armée, les Maliens qui meurent, c'est tous des Maliens. Il faut à un moment que ça arrête. Eux, ils veulent pas comprendre ça comme ça. Est-ce que, avec la crise énergétique inutilement créée par leur condescendance pour la Côte d'Ivoire, qui a toujours été un pays ami, pour se retrouver dans une crise énergétique qui fait perdre des emplois et des métiers, et aujourd'hui, toute l'économie malienne est à terre, et que ces gens-là ne veulent pas partir. Alors que, lorsqu'on arrête Modibo Keïta en 68, qui est l'oncle de Dekamon, notre ministre, notre ambassadeur en Allemagne, c'est son oncle, et ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mamadou Camara est le neveu de Modibo Keïta, de première génération, parce que c'est le fils de sa sœur, c'est le fils de la sœur du président. Donc, vous voyez, on peut être congolais de plusieurs manières et malien de plusieurs manières. Il y a le ministre des Affaires étrangères actuel du Mali qui a grandi à Poto-Poto, hein, c'est ce qu'on dit. Il est né au Congo, oui. Dans 69 rue Makoko, oui. En allant à la grande école où j'ai fréquenté aussi. Il y a qu'à voir comment il s'habille quand il parle, on sait qu'il est congolais, hein, on ne discute même pas. Voilà, que j'ai rencontré. Alors, moi, la question que je vous pose, la question que je vous pose, qui est ma dernière question. Non, je vais finir. Je vais finir un point. Oui. Je vais finir un point. Ça veut dire qu'en 68, lorsque on a fait le coup d'État à Modibo Keïta, la première chose qu'il a demandé, c'était est-ce que si je me livre, aucune goutte de sang malien ne coulera? Ils ont dit, on vous l'assure. Il est parti. Quand ils sont venus chercher à ATT, il est descendu par l'autre flanc de la colline du palais pour braquer une Mercedes et aller se réfugier à l'ambassade du Mali pour éviter que les Maliens meurent. Ibeka, quand ils sont venus le prendre, c'était depuis le matin. Tous les réseaux sociaux le montraient. De 5 heures du matin jusqu'à 17 heures qu'ils sont arrivés chez lui, il n'a rien dit. Il s'est donné pour que les Maliens ne meurent pas. Mais maintenant, on a affaire à des gens qui n'ont aucune empathie à peuple, qui veulent voir les Maliens souffrir, qui ont créé des problèmes à tous les voisins. Est-ce qu'il faut les maintenir? Est-ce qu'il faut être... Moi, je suis d'abord une maman, une mère, donneuse et entreteneuse de vie. Je ne peux pas voir un être humain souffrir et me taire. Voilà, c'est ça. Donc moi, la question que je vous pose, que vous avez soulevé les problèmes de moyens financiers, comme les Congolais souvent, tout le monde le critique, M. Miambala, nous tous on en parle, mais M. Miambala devra toujours parler, on ne peut pas interdire qu'il intervienne. La question que je vous pose, la mienne, c'est celle-ci. Donc aujourd'hui, pour vous, c'est ce que disent les autorités congolaises quand ils vilipendent la diaspora, le Mali, les Maliens sont mieux structurés, eux ils vont jusqu'au bout, et donc vous pensez que là, vous avez plus de chances que votre voix, votre combat aboutisse, entre autres. Non, c'est-à-dire que les combats aboutissent ou même pas, c'est pas le plus important. Vous allez voir que, comment on appelle Martin Luther King, quand il a commencé son combat, il a pas vu la fin, il n'a pas vu que Barack Obama, un noir, pourrait être président aux États-Unis. Thomas Sankara, qui est mort après 4 ans seulement de pouvoir, est plus nommé que Blaise Compaoré, qui a fait 27 ans de pouvoir. C'est-à-dire, chacun vient faire sa part, mais faire sa part de façon organisée, ordonnée, est mieux que de le faire dans l'anarchie. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, je vous laisse la parole. Monsieur Miambala, vous avez, on peut, s'il vous plaît, madame, ça a dû accepter que monsieur Miambala pose des questions. On va passer à l'autre côté, qui est maintenant votre combat. Non, maintenant, c'est le combat. Oui, maintenant, on parle du combat. Maintenant, on va parler. Tout à fait. Maintenant, on va parler du combat. On va parler de ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Sahel, la visite du président Bassirou. Vous vous placez comme étant désormais des opposants de monsieur Goïta. Êtes-vous financé par la France ou par les puissances occidentales pour déstabiliser un pouvoir qui, lui, trouve sa légitimité d'abord dans le peuple, et puis les Africains, et qui essaye d'expliquer que si on a eu, comme vous avez dit, des pouvoirs qui ont duré 10, 15, 20 ans, ce n'est pas en 5 ans qu'ils vont résoudre le problème du Mali. Et ils ne pensent pas non plus que tant qu'ils n'ont pas mis les bases, les fondations de cette corruption qui a gangréné la société malienne, ou même le Burkina Faso, tout le reste, ils ne pensent pas que, parce qu'on va les forcer comme un peu à passer la main, qu'ils considèrent que tout ce qui gangrène la société va disparaître comme ça en 3 ans, en 4 ans. Dire qu'ils vont changer les choses, ils prendront le temps de changer les choses, ça veut dire que le prochain président qui viendra, qu'est-ce qu'il fera? Je vais vous dire une chose. Dans les constitutions du Mali et du Sénégal, il est écrit là-dedans que nous sommes prêts à nous départir d'une partie de notre pouvoir pour la souveraineté de l'Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, l'Union africaine est en train de mettre pour son agenda
2063, les ZLEC. Ça veut dire que je prends ma mangue de l'Afrique du Sud jusqu'au Maroc, j'ai pas de tarif douanier à payer. Moi, j'ai toujours pensé que l'Afrique a tout pour se construire elle-même. Regardez comment nous les Congolais qui avons des SAFO, comment nous préférons les SAFO du Cameroun. Chacun peut donner à l'autre ce que l'autre n'a pas. Entre la RDC et le Congo-Brazza, on peut bien faire un pont route-rail. On aurait pu le faire depuis longtemps pour le développement de nos économies. Bon. Une économie n'est forte une monnaie n'est forte que lorsque l'économie est soutenue. Nous exportons tout. Nous ne transformons rien. C'est là notre problème. C'est pas, dans ce cas-là, c'est pas la France. On s'en fout d'elle. Moi, je suis foncièrement panafricaniste. Et je pense que dans les rapports africains, on peut bien travailler et s'en sortir. J'en suis convaincu, mais à 1000%. De la même façon que je ne veux pas que la France s'ingère dans nos problèmes. Moi, Macron, je l'ai laissé tomber, alors qu'il m'avait promis que dans le système France-africain, il n'y est pas, il ne fera pas. Dès que j'ai vu les promesses, je l'ai lâché et je l'ai réécrit. C'est toujours sur ma page Facebook. Ma chère Sadio, non, là, tu dis une chose et son contraire. Alors, tu dis Assimi Goïta, les Sahel n'ont aucune vision. Mais je ne pense pas. Puisque, ils ont fait le Sahel, ils luttent contre le terrorisme, mais ça, c'est un langage d'opposant. Tu adoptes un langage d'opposant. Mais l'opposant, quelle est la vision? Non, pour me dire ça, il faudrait d'abord me dire que la vision d'Assimi est laquelle? Si tu me le dis, en ce moment, tu peux me dire que j'ai dit une chose et son contraire. Mais oui, une vision vaste. Il est panafricain, déjà ça. C'est une vision, le panafricanisme. C'est justement ça. C'est justement ça. On ne peut pas se dire panafricain et quitter les grands ensembles pour aller créer des petits ensembles. Mais non, il y a toujours une prémisse, ça c'est un début. On ne crée pas les grands ensembles par un claquement de main. C'est un processus. Vous espérez, vous voyez qui, à part le Togo, qui tente de les rejoindre, vous voyez qui aller vers l'AES. L'AES n'est même pas encore créée, s'il vous plaît. L'AES n'a pas date de... L'Union européenne, vous savez depuis quand la communauté des Monsieur États Biamalade, question. Oui. La question. Quand vous élaborez, posez la question aussi, s'il vous plaît. Non, mais moi, je ne suis pas là pour poser les questions à Sadio. Moi, je demande puisqu'elle a... Ok, allez-y, d'accord. 3 minutes. 3 minutes. Moi, j'apporte... S'il vous plaît. Non, j'apporte une contradiction. J'apporte une... Je ne vois pas la contradiction. Mais la contradiction, c'est par rapport à ce qui se passe au Sahel. Déjà, la vision, vaincre le terrorisme, ce n'est pas une vision déjà, parce que sans la paix, vous ne pouvez pas avoir tout ce que vous dites là. Des ensembles, ça c'est théorique, mais dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord... je vais vous dire, en 4 ans que Assimi est là, il y a tout le centre du Mali qui est sous blocus djihadiste. C'est-à-dire, quand vous n'entendez pas les crépitements d'armes là-bas, ça veut dire que les djihadistes se sont implantés. Ils ont coupé les pantalons des gens et laissé pousser les barbes. Les femmes sont cagoulées, enfin, habillées de la manière dont aucune Malienne ne veut. L'armée ne rentre pas. C'est sous blocus djihadiste. Aujourd'hui, de l'Algérie, de la frontière algérienne, en passant par Tombouctou, Menaka jusqu'à Gao, c'est sous blocus djihadiste. Ça veut dire que les camions qui quittent l'Algérie pour fournir l'aliment, parce que c'est un pays qui est vaste, qui a plus de 1 million de kilomètres carrés, entre Bamako et Gao, déjà, ça fait 1800 kilomètres. La frontière avec l'Algérie, ça fait 1800 kilomètres. C'est un pays tellement vaste que les gens du Nord sont alimentés par l'Algérie. Et ceux de Tombouctou, quelquefois par le Maroc aussi, avec la proximité avec le Maroc. Même s'il n'y a pas de frontière, on rentre un peu par la Mauritanie et on est à Tombouctou. Donc les djihadistes ont mis blocus. Aucun camion ne quitte plus l'Algérie, donc c'est maintenant des détours qui font que tout est cher. La zone des 3 frontières qui a été dégagée, là aussi, ça cause problème. Parce qu'à un moment, les terroristes étaient venus s'installer là-bas jusqu'à la frontière ivoirienne. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce qui est une réalité, c'est que l'armée malienne, la junte a acheté de l'équipement. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair que l'équipement militaire est là. Mais sachez une chose, un terroriste, c'est pas un franc.
On ne le voit pas. Et ils recrutent où? Parmi les couches les plus pauvres. Ce sont nos propres enfants qui deviennent des djihadistes avec lesquels on mange à midi. À 13h, on est à la mosquée avec eux. Et à 15h, ils sortent leurs fusils, ils sont terroristes dans le prochain village. C'est les mêmes. Il n'y a pas de production de nouveaux terroristes venus ailleurs. Mais le terroriste au Mali, c'est l'un de vous et moi. Nous mangeons ensemble, nous finissons de tout faire ensemble, sauf que l'un de nous a une arme ou une bombe artisanale. On va laisser aussi les autres parler. On va aussi laisser les autres parler, s'il vous plaît. Monsieur Gaïl va parler. Monsieur Miambalat, s'il vous plaît. Monsieur Miambalat. Non, monsieur Miambalat, il faut laisser les autres parler aussi. Il faut que ça tourne. Contre Assimi Goïta, c'est la seule. Voilà. Est-ce que dans l'ensemble, en majorité, la population malienne est contre Assimi Goïta? La population malienne a fortement soutenu Assimi Goïta du fait de sa résistance face à ce qu'ils ont appelé les Blancs. Mais lorsqu'ils ont vu Assimi, qui a chassé tout le monde, que l'aide au développement que la France et l'Union européenne apportaient, qui entretenait des ONG, qui faisait des emplois, et qu'aujourd'hui, cette masse n'existe plus, que les gens sont au chômage, que plus personne ne travaille, ils ont commencé à changer de regard. Et lorsque vous avez vu quand Kidal a été libéré, par exemple, c'est les rebelles, les mercenaires de Wagner qui sont premièrement allés planter leur drapeau sur le fort de Kidal. Les Maliens n'ont pas apprécié. Et Kidal, il n'y a pas vraiment eu de combat, parce que les rebelles qui sont à Kidal, dès que les drones ont commencé à frapper, ils ne connaissent pas les drones. Ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait de drones. Ils ont pris armes et bagages. Ils ont fui en Algérie, à la frontière, où ils ont aussi de la famille. Ils sont allés là-bas. Aujourd'hui, à Kidal, les rues, les maisons sont désertes. Il n'y a plus personne. Le gouverneur a écrit aux directeurs généraux de venir prendre leurs fonctions. Ils ne l'ont pas fait. Les enseignants ont écrit au gouverneur de Kidal pour dire qu'eux, ils veulent venir reprendre leurs fonctions. S'il vous plaît, Sadio, excuse-moi, Sadio, est-ce qu'on pouvait faire court pour qu'on puisse répondre aux questions courtement et que chacun avance? Oui, mais c'est pour mieux expliquer, parce que c'est des questions tellement techniques. Madame Conté, moi, j'ai une question simple. Je voulais poser comme question le panafricanisme à votre sens. Est-ce que vous pensez que dans la mesure où les Africains n'ont pas encore pris conscience que leur libération, leur développement économique leur appartient d'abord, c'est-à-dire d'en prendre conscience. Mais si ce mouvement-là ne se répand pas sur l'ensemble continent, mais surtout dans nos sous-régions, qui sont encore en sous-développement, je vais dire, hein, parce que quand je vois le cas de Congo, ce n'est pas un pays en voie de développement. Quand on n'a pas pris conscience, comment pensez-vous faire de telle sorte que les Africains prennent conscience qu'il faut travailler ensemble, qu'il faut collaborer, parce que vous avez parlé des routes. On va attendre que les Européens viennent nous financer les routes. Or, les peuples, pour se connaître, ont besoin de connaître, d'avoir des moyens de communication. Ce qui n'a jamais préoccupé nos responsables politiques. Alors, moi, j'ai conduit du Bénin jusqu'au Mali. Hein. J'aurais pu continuer jusqu'au Sénégal ou en Guinée. Oui, bon, cette partie, c'est vrai. Cette partie, c'est vrai. Moi, je l'ai fait, donc je vois un peu les routes. Mais comparativement à l'Afrique centrale, vous savez, c'est vraiment le néant là-bas. Bon. Donc, ma question va plutôt, parce que si déjà du nord, si on peut partir de Mali pour arriver au Congo, si on peut faire ceci, cela, je crois que notre intégration économique est vouée à l'échec, puisque... Bon, je pense que vous n'avez pas compris lorsque j'ai parlé des ZLEG. C'est la zone de libre-échange économique africain que l'Union africaine est en train de mettre en place et qui attendait l'adhésion du grand nombre. Aujourd'hui, il y a plus de 44 pays qui ont signé et le processus est en cours. Donc, ça veut dire que les Africains ne dorment pas. Et il a fallu, depuis que les G20, les G7 existent, qu'un pays du Sud, c'est-à-dire l'Inde, accède à la présidence pour drainer toute l'Afrique. Parce qu'il n'y avait que l'Afrique au G20 pour en faire G21. Voilà. C'est-à-dire, au niveau des décisions maintenant, avec le G21, nous pouvons peser. Même si notre économie n'est pas à hauteur, parce que toute l'Afrique pèse un PIB de 3 000 milliards de dollars. Alors que la Chine est à 19 000 milliards et les États-Unis à 25 000 milliards. Nous sommes loin. Économiquement, nous ne pesons pas. Mais dans les décisions, en ce qui concerne, par exemple, les luttes qu'on a en commun, les pandémies, les affaires climatiques, on pourra prendre déjà des décisions communes. En ce qui concerne,
pardon, je vais finir. En ce qui concerne le panafricanisme n'est autre que la solidarité entre les peuples. Et nos peuples ont toujours été solidaires. Moi, j'ai été à la frontière à la Likwala, j'ai vu les Centrafricains en haut, la RDC en face et nous là. Je sais comment les gens sont interconnectés par les noms, par les cultures, par les familles, par tout ce que vous voulez. Il n'y a jamais eu de problème. Moi, j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Poto-Poto, où à midi, je vais manger mon popo, je mange mon popo. À 14 heures, je vais manger chez les Mauritaniens. À 16 heures, je vais manger chez les Centrafricains, ainsi de suite. Il y a toutes les nationalités africaines à Poto-Poto. Donc, il n'y a jamais eu ce problème-là. Le problème, c'est la politique. Ce sont les politiciens. Je me souviens, qu'est-ce qui se passe quand nos dirigeants, en Afrique centrale surtout, quand on vient leur dire, écoutez, est-ce que, parce que la France, il y a un grand technocrate français qui l'explique bien, que quand il voit que dans le secteur pétrole, l'Élysée a un budget pour donner à nos dirigeants, pour qu'ils acceptent des petits pourcentages et qu'ils leur proposent de mettre des raffineries pour eux, pour que ça compte pour leur pays et qu'ils vendent le pétrole traité aux Occidentaux. Je crois que Gabriel Nzor sait de qui je parle, il s'agit de Loïc Le Frappuchon. Mais ils disent non, nous on préfère que ça soit comme ça. Est-ce que ça, on va dire que c'est le blanc ou quelqu'un d'autre? Mais Madame Conté, je suis d'accord avec vous, Madame Conté. Mais je dis ceci, au regard de tout votre argumentaire là, tout ce que vous dites, la mise en place d'un gouvernement d'exil, c'est la solution. Peut-être oui, peut-être pas, mais ce que je sais, c'est que depuis que nous, on a mis d'abord le panel des démocrates en place, je crois le 14 ou le 15 mai, et le 25 mai, on a mis le gouvernement en exil en place. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a libéré la parole. Et pour la première fois aujourd'hui, il y a un banquier qui a été arrêté et que la junte et la justice l'ont libéré pour la première fois aujourd'hui. Dès qu'on s'est mis en place, 2 jours après déjà, des partis politiques nous ont désavoués. Et il y a des hommes politiques maliens qui ont appelé pour dire non, ils sont en train de les ramener à la raison parce que notre lutte commune, c'est de faire partir Assimi. Je leur ai dit non, ils peuvent plus revenir. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont donné une passe en or en nous établissant définitivement comme la seule force de l'opposition face à Assimi. Parce qu'en politique, c'est la perception qui compte généralement, pas la réalité. La perception, c'est que... Mais Madame Conté, vous n'allez pas dire qu'au Mali, il n'y a pas d'opposition contre Assimi. Il n'y a que vous. Mais là, s'il vous plaît, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les activités de tous les partis politiques et associations politiques sont suspendues. Et que c'est depuis qu'on a fait ça. Ils ont fait un communiqué sans on les sanctionne. Parce que tout de suite, c'est atteinte au crédit de l'État. Mandat de dépôt, sans flagrance, mandat de dépôt tout de suite en prison. On a laissé mourir un premier ministre et un ancien ministre de la Défense en prison, en détention comme ça. Tous ceux qui disent même que la vie est chère sont en prison aujourd'hui au Mali. Ou sont en exil, et même quand ils viennent prendre des hommes politiques parce qu'ils ont dit un mot de travers, ils viennent avec des hommes cagoulés et des corbillards. Ça veut dire on te tue, on te met dans le corbillard, on s'en va. Voilà un peu l'atmosphère au Mali. Alors donc, quand il y a ça, et que vous m'avez détourné parce que j'étais dans ma lancée de solidarité des peuples, ce qui devait se passer et tout ça. Dans le panafricanisme, voilà. Donc là, dans ce point de vue-là, si vous voulez que l'AS grandisse, mais factuellement, dites-moi, quel est ce pays où il y a un président élu qui va accepter de quitter, y compris le Sénégal, parce qu'on les a vus, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, comment ils étaient dans le narratif des panafricains, parce que moi je suis panafricaniste, je suis pas panafricain. Ils étaient mais dès qu'ils ont pris le pouvoir, la réalité du pouvoir les a attrapés. Et Diomaye, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que il va pas renier le Mali parce que avec le Mali, c'est le premier partenaire économique du Sénégal avec 700 milliards, plus de 700 milliards par an qu'ils échangent. Il peut pas donc laisser tomber le Mali qui achemine son marchandise, pays son littoral qui achemine ses marchandises, premièrement par le Sénégal, deuxièmement par la Côte d'Ivoire, et troisièmement, ça peut aller au Bénin ou au Ghana. Mais d'abord, c'est le Sénégal. Donc, il y a son intérêt économique qu'il a vu. En plus, il leur a dit, préfère rester dans les grands ensembles. C'est ce que le Sénégal a dit. Et la Côte d'Ivoire n'a pas suivi. Aucun pays
sauf des clins d'œil que sont en train de donner le très dictateur Faure Gnassingbé. Il n'y a personne qui coopère avec les 3 pays de l'AES. Est-ce que c'est pas quand même... sont des pays, je vous le dis. Oui, parce que, est-ce que de leur part, c'est pas un moyen quand même de mettre la pression sur les Occidentaux qui, vous dites que vous êtes panafricaniste, panafricain, vous vous opposez de manière pas directe aux thèses de Kémy Séba, aux thèses de Kémy Séba et de Nathalie Yamb ou du professeur Nyamsi? Pardon? Est-ce que non, mais je peux pas être de la même vision qu'eux, parce que moi, je suis pour une Afrique qui se construit avec des propositions. Pas pour une Afrique, pas pour des gens qui divisent l'Afrique et sans proposition, sans alternative. Non, c'est pas possible. Leur combat, c'est la France dégage. Moi, je suis pour que la France dégage. Qu'est-ce que j'ai à voir avec elle, avec tout ce que j'ai sur mon sol, dans mes pays? Qu'est-ce que normalement j'ai à voir avec la France? C'est pour ça que je vous dis, ça dépend du président en place. Sinon, on peut garder les relations, on peut plus. Aujourd'hui, nous, quand on dit colonisation, vous et moi et nous tous ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous venons nous-mêmes parachever nos colonisations ici, en voulant être comme eux, que nos enfants grandissent ici, parlent comme eux, font comme eux. Attendez, donc c'est nous-mêmes finalement qui venons vers eux pour trouver des choses. Mais moi, je pense que nous pouvons rester chez nous, nous construire et que ce soit eux qui viennent frapper à nos portes. Tant nous avons pu. Mais pourquoi vous avez le chic de couper les gens quand ils n'ont pas fini? C'est pas bien ça. Il ne faut pas non plus monopoliser la parole. C'est vrai, bon, tu es l'invité d'honneur, mais à un moment... Mais je vous dis, bon, ou bien vous m'appelez pour comprendre les choses, ou bien vous m'appelez pour surfer sur les choses. Je ne sais pas, il faut choisir. C'est des termes que tu as entendu. Mais la France-Afrique, tu ne sais pas que tout ce que tu dis, c'est un coup d'épée dans l'eau. Vous êtes dans des théories qui ne sont pas aussi applicables. Et la France-Afrique, vous pensez, vous dites seulement, non, la France, je n'ai rien à foutre, tout ça, alors que la France-Afrique est là. Et on vous laisse dire ça? Mais non, il ne faut pas prendre les gens pour ceux qui sont nés à la dernière pluie, dire non. Ça c'est des théories que, bon, les gens racontent comme ça. Un peu comme tout ce qu'ils racontent. La France-Afrique, c'est quelque chose... Nous échangeons où est-ce que vous êtes venus pour m'attaquer? On échange. On échange. Vous avez une position d'opposante à Assimi Goïta. C'est pas caché, votre droit. Mais il ne faut pas montrer que Assimi Goïta est là, il est sans vision. C'est aussi un manque de respect. Mais dites-moi quelle vision, quelle action concrète vous avez vu qu'il mène. Mais jusque-là, quelle est la vision que vous proposez? L'alternative face à Assimi Goïta. Voilà, nous, ce que nous proposons. Ce que nous proposons. Ça c'est vous qui le dites. Ce que, voilà, ça c'est les vues de l'esprit. La France-Afrique pour vous n'existe pas, Mme Moussa Sadio. La France-Afrique n'existe pas pour vous? Ça n'a pas existé? Moi, la France-Afrique... Parce que M. Loïc Le Foch-Prigent a bien bénéficié de la France-Afrique, hein, par exemple. Mais ça, c'est Loïc Le Foch-Prigent qui a bénéficié de la France-Afrique, c'est son problème. Moi, j'ai des points précis à évoquer avec lui. Je les ai évoqués et je les ai compris. D'accord. J'ai pas dit que les blancs... Votre vision. Mais, non, mais Madame Sadio, tu peux pas... Non, mais laissez-la pour sa vision. On peut la laisser parler de sa vision, s'il vous plaît. Sa vision. Après, on pose... Voilà, notre vision, c'est, quand tout ça va finir, de rabattre toutes les cartes, de favoriser un pouvoir parlementaire qui rend le président, qui donne un pouvoir honorifique au président pour ne pas que tout soit centralisé autour d'un seul président et que, premièrement, c'est la bourgeoisie locale qui rend les chefs d'État chez nous dictateurs. Premièrement, avant les forces endogènes. Et les forces endogènes, constatant les faiblesses, viennent s'ingérer et voilà, font des contrats que nous laissons faire, nos dirigeants laissent faire, en leur donnant la grosse part. Or, si le pouvoir est centralisé par le Parlement, donc un pouvoir du peuple, là c'est difficile d'avoir d'abord une majorité parlementaire pour un seul homme, à plus forte raison d'aller accepter des choses sur le dos du peuple. Voilà ce que nous proposons. Vous pensez qu'Assimi ne va pas rabattre, il va rester là éternellement? Il ne souhaite pas remettre le pouvoir aux civils? Mais il a été porté par les civils, si on comprend. Monsieur Goïta a quand même fait une espèce je crois, comment on dit ça, de forum où les Maliens ont été nombreux. Ils lui ont demandé de rester au pouvoir. Le temps de solidifier. Oui, ça fait 3 fois.
Ça fait 3 fois qu'il fait les forums, d'accord? La deuxième fois, c'était, on a dit, on lui donne entre 6 et 5 ans. Lui-même, il a pris 2 ans, ça finissait en mars 2024. Il est toujours là. Il n'a pas donné de calendrier. Et là, il a créé un autre forum, dit dialogue intermalien, pour voir après le départ de l'Algérie, donc les accords d'Alger qui n'existaient plus, qu'est-ce que les Maliens proposent à la place. Et ça a accouché de quoi? Que Assimi peut être candidat, que Assimi va avoir encore 5 ans, que Assimi et les colonels vont être des généraux, que ceci, que cela. Ce qui n'était pas prévu dans le menu. Donc ça fait que les Maliens, face à la crise énergétique, se sont majoritairement aujourd'hui retournés contre lui. Assimi n'a plus le soutien qu'il avait hier. Parce qu'ils sont en train de rencontrer. Je vous ai dit que... Comme Macron en France, qui n'a plus le soutien de la population française et qui vient de perdre les élections. Voilà, c'est exactement ça. Exactement ça. Et que le rapport du vérificateur général 2023 sur l'exercice 2022 a montré qu'il y a 700 milliards qui ont disparu des caisses du Mali et que 300 milliards en liquide et que 400 milliards en manque à gagner. Ça, ils n'en parlent pas. Face à la crise énergétique, c'est le beau-frère d'un des colonels, en l'occurrence Sadio Gassama, qui a fait les détournements que Assimi a mis en prison, et un autre colonel proche de Assimi qui a écrit les exactions de l'armée malienne sur les populations que Sadio Gassama aussi a mis en prison. Donc la fissure même entre les colonels est visible et palpable aujourd'hui au Mali. Ce que nous craignons, c'est la soudanisation. Parce qu'au Soudan, c'était aussi un soulèvement populaire. On a mis un premier ministre civil à la transition. Les militaires l'ont dégommé. Ils ont pris le pouvoir. Aujourd'hui, ils se cassent la figure en emportant avec eux des vies soudanaises. Nous avons peur de ça. Parce qu'entre eux, ça ne va pas. D'accord. Voilà. Monsieur Gaïno, question? Ma soeur Sadio, tous ceux qui parlent mal d'Assimi, ce sont les Maliens qui n'ont pas mis pied ces 10 dernières années au Mali. Tous ceux qui parlent d'Assimi, notre gouvernement, tous, c'est des gens qui ont vécu 10, 15, 20 ans à l'étranger. Bon, mon premier ministre qui était le procureur général de la Cour suprême, c'est lui qui a fait constater le vide juridique. Dès qu'il a fait, il a porté la voix haute, Assimi l'a radié. Et il est sorti du Mali pour aller un peu sensibiliser les Maliens de l'extérieur sur ce qui se passe à l'intérieur, que le pouvoir est un pouvoir négatif. Et c'est étant en Côte d'Ivoire qu'il a accepté de nous rejoindre. Maintenant, il ne peut plus rentrer au Mali. Donc, il est sorti depuis quand? Ça fait moins d'1 an, vous voulez dire? Il est sorti au début mai. De cette année. Au début mai, sinon il fait sortir et revenir. Donc c'est pas vrai de dire que nous tous... Je voudrais ajouter quelque chose sur ce. Non, c'est pas vrai de dire que nous sommes tous sortis depuis 10 ans, 20 ans, c'est pas vrai. Notre premier ministre en est l'illustration. Et le secrétaire général du gouvernement est sorti du Mali il y a à peine 4 mois qu'il est là. Il y a celui qui est le ministre des Affaires étrangères et là, il n'y a même pas 2 mois. Donc, c'est pas vrai de dire ce qui n'est pas vrai. C'est faux ce que vous dites. C'est moi j'ai 9 ans ici. Je suis parti du Mali pour aller aux États-Unis et revenir en France. J'ai 9 ans ici, c'est vrai. C'est pas le cas de tout le monde. Désolé. D'accord. Monsieur Gaïno, question. Ouais, ce que je voulais dire, c'est relever un peu ce qu'elle dit. C'est vrai qu'en Afrique, on a tendance à croire aux gens par la parole, parce qu'on a vu ce Kassim, toutes ces déclarations du début. Mais c'est vrai que les échos qui viennent ne sont plus pour sa crédibilité. Parce que lorsqu'on prend le pouvoir par une force, on doit mettre des limites, dire, bon voilà, si je dis que dans 2 ans je le remets, il faut déjà exécuter sa parole. Oui, mais si les événements font que vous vous rendez compte que ce n'est pas possible, vous adaptez. Non. C'est eux qui créent ces événements-là, M. Caius. Pourquoi? On ne peut pas le prouver. On ne peut pas le prouver, M. Gaïno. Je vais vous dire une chose. Oui. Vous n'avez jamais vu un pays qui a été développé par des militaires. En Afrique, ce qui nous retarde, c'est justement la prise des pouvoirs par des militaires. Ça, j'en suis foncièrement contre. Parce que Kadhafi était militaire, M. Gaïno. Je vous signale que vous admirez Kadhafi. Hein. Pardon? Kadhafi était militaire. Alors, il a développé la Libye. C'est vous qui avez dit que Kadhafi avait construit ce pays, M. Gaïno. Vous l'avez beaucoup défendu. Hein. La Libye, monsieur. Vous l'avez beaucoup défendu.
Vous l'avez beaucoup défendu. Non, je l'ai C'était un défendu. modèle. Il avait de bonnes idées. On défend la manière dont il est mort, on ne défend pas sa gouvernance. C'est différent. Voilà, exactement. Merci Sadio pour la précision, c'est Bon. pas ce qu'on avait avant. Ah, d'accord, continuez. Oui, c'est vrai. Bon, moi, il avait de bonnes idées, mais la manière comment on l'a tué au moment où il commençait à avoir des idées panafricanistes. Après 40 ans. C'est toujours comme ça. Bon, or aujourd'hui, moi, je vous entends par Assimi Goïta, mais je crois que le problème aujourd'hui de nous, les Africains, c'est qu'il faut instituer mettre en place des institutions où il y a un contre-pouvoir. Tant qu'il n'y aura pas de contre-pouvoir, tant que ce sont ces pachas qui arrivent, qui sont là, on n'évoluera jamais parce qu'ils vont toujours prendre l'armée qui est à leur service pour imposer leur ordre. Voilà tout le problème. Mais la question que beaucoup de gens peuvent se poser, c'est pourquoi pensez-vous que les militaires vont faire votre travail, vous qui êtes des civils, qui n'allez pas, comme dit Mme Sadio, les Congolais ont toujours peureux, pensent toujours qu'il y a un autre qui doit faire, et quand l'autre se lève, on le soupçonne d'être toujours parentaire XY, et que ce qu'il fait est calculé, donc il est acheté. Et donc l'inaction, elle suit. Et pourquoi les civils attendent que les militaires fassent pour eux, et pourquoi les militaires, quand ils agissent, vont remettre aux civils le pouvoir? Pourquoi les Africains veulent que la démocratie européenne... Je finis ma question. Pourquoi les Africains pensent que la démocratie européenne est le modèle de démocratie imposé en Afrique? Ah non, moi, c'est pas mon point de vue. Hein. Personne n'a jamais dit ça. Personne n'a dit que la démocratie... C'est pas mon point de vue. Et pourquoi on ne veut pas que les militaires restent au pouvoir alors? Pourquoi chasser les militaires? Non, quand les militaires, le problème, c'est qu'ils ne savent pas dialoguer. C'est leur formation. Ils donnent des ordres et ils n'écoutent pas. C'est ça. C'est pour ça que vous verrez partout dans le monde, ce sont les civils qui commandent l'armée. Quand c'est le contraire, ça ramène à la privation des libertés. Parce qu'ils ne sont pas libres eux-mêmes. Ils ont toujours obéi aux ordres et ils mettent tout le monde aux ordres. Or, des pays qui ont goûté à autre chose ou qui voient avec la mobilité aujourd'hui autre chose se développer ailleurs ne peuvent plus comprendre. Sauf quand les peuples eux-mêmes ne veulent pas bouger. C'est ça le problème. Le pouvoir étant dans les mains du peuple, si le peuple est tellement traumatisé, nous on parle de traumatisme, mais moi j'ai toujours dit, voilà, la Côte d'Ivoire sur la durée a connu 9 ans de crise. Pourtant ils sont passés à autre chose. Mais nous les Congolais, nous ne voulons pas nous déterminer pour dire, voilà, trop c'est trop, voilà, 50 ans pratiquement de pouvoir d'un seul homme, il faut changer la donne. On n'arrive pas à le faire. Mon Dieu, c'est la peur. Nous sommes terrorisés. Voilà, c'est ça. Mais au Mali, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils ont grandi avec une littérature orale très puissante. On dit, nous obéissons au chef, mais pas à n'importe quel chef. Tout le monde grandit avec ça. Tout le monde grandit avec ça. Et quand ils se lèvent, ils disent, ceux qui vont mourir, ceux qui vivront, vivront. Donc, ils n'ont pas peur de la mort. Et puis, ils ont la notion patriotique très, très, très élevée. Ça, c'est vrai. Très élevée par rapport à nous en Afrique centrale. Alors, c'est pas un peu votre rôle de pouvoir comment dire ça, Ça, c'est vrai. C'est pas votre, ça serait pas votre rôle à vous de le cultiver au Congo? Mais c'est ce que j'ai voulu cultiver au Congo. Vous avez vu comment j'ai été sorti de mon Mais on ne pays. baisse pas les bras. Jeanne d'Arc, c'est pas quelqu'un qui a baissé les bras, madame. On vous appelle Jeanne d'Arc. Non. On vous appelle Jeanne d'Arc. Moi, on m'a appelé, on m'a appelé Jeanne d'Arc. Si je voulais être comme Jeanne d'Arc, ça veut dire que j'accepte d'aller au bûcher très tôt, à 19 ans. Non, c'est pas mon objectif. Nous avions mis en place des organismes. Je finis ça. Ça veut dire que déplacer mon combat vers le Mali, si ça a quelques résultats, peut-être que ça va faire comprendre autrement, parce que quand tu parles aux gens qui t'écoutent pas, il faut peut-être agir pour qu'ils voient que tu agis et qu'ils comprennent tes actions. Voilà un peu. Donc ça veut pas dire que j'ai quitté le combat congolais par mon physique, mais dans l'âme, personne ne peut m'enlever mon Congo dans mon âme. Si je suis ce que je suis. Ouais. Vous êtes en train de nous dire, si je comprends bien, on n'est pas souvent bien chez soi, mais parfois, il faut aller ailleurs pour qu'on vous valorise chez soi. Voilà. Là, dans le combat malien, ce que je constate, c'est notre organisation. C'est comment les gens, je ne veux pas vous dire lesquels, au niveau mondial, qui viennent déjà, des gens qui nous regardent, qui veulent nous pousser, pas
parce que c'est nous, mais parce qu'ils pensent qu'on ne doit pas laisser des peuples souffrir comme ça. Ils pensent à leur pays. Les Congolais, moi j'ai eu une forte expérience sur la lutte congolaise depuis des années, depuis qu'ils sont en Europe. Les Congolais, quand il faut cotiser l'argent pour une cause commune, personne ne sort de l'argent, même ceux qui en ont. On peut dire certains Congolais, parce que généraliser, c'est pas très Non, bien. Je préfère dire certains Congolais. Ne généralisons pas comme ça. Il ne faut pas généraliser. Je parle des Congolais, si vous voulez. Non, parlons de certains Congolais. Je préfère qu'on dise certains Congolais. Bon, pour vous faire plaisir, je veux parler de certains. Non, moi, je n'ai pas besoin de vous faire plaisir. C'est la réalité. Ici. Il y en a qui parlent qui ne cotisent pas. Moi, je les connais. Pour vous faire plaisir, je vais vous parler de certains parce que moi, dans ma petite expérience de lutte, et Dieu sait c'est combien de mouvements même j'ai crié contre ce pouvoir-là. Même Madame Sadiola, on s'est vu à Paris un jour dans une pharmacie. Ça fait un peu loin, mais elle peut se souvenir si je ramène les choses. Dans cette lutte-là, je n'ai pas vu les Congolais mettre de l'argent. Je n'ai pas vu. Mais elle-même, elle a dit qu'elle a fait. Madame Sadio l'a fait. Monsieur Miamanak l'a fait. Oui. Quand c'est la minorité qui injecte le peu qu'elle a, la lutte n'est pas faite pour grandir. Tout à fait d'accord. La majorité ne construit pas, ne cotise pas. Mais non, on le vit. Vous avez un média. Il est Congolais, nous, ils savent bien que nous, on a un média. Personne ne sait qu'il faut donner même 1 franc pour faire des montages. Non, il ne faut pas. Vous voyez. Oui, ça, on le sait. Vous voyez. Oui. Sir Makosso qui tient K1, lui aussi, on lui a dit qu'il est financé par le FCT, alors que tous les prestataires qui viennent, ils payent les services. Oui. Mais, payer le service et être corrompu, c'est différent. Bien sûr. Pense. Voilà. Bien sûr. Si on a les gens, mais dire que non, il y en a qui cotisent. Même moi, je peux dire j'ai cotisé, j'ai demandé à non, il y a pas nombreux à cotiser et on ne cotise pas beaucoup. Ouais. Il ne faut pas prendre ça pour des cotisations. Moi-même, j'ai dit que... Moi-même, j'ai dit que... Tu mets 100 € pour une lutte. Tu appelles ça aller au combat. Il y en a qui ne donnent même pas 5 €. Peut-être même toi-même, tu es parmi ceux-là. Oui, mais parce qu'à un moment, il ne faut pas montrer les autres que les Congolais ne cotisent pas. C'est comme si toi, tu cotisais. Or, tu es peut-être parmi, même si on voit la CIS et tout là, qui n'a même pas donné. Sosten. Excuse-moi, M. Gaïno, pardon. M. Gaïno, pardon. Pourquoi tu ramènes le problème Pourquoi tu ramènes le problème à des individus? Oui, nous généralisons. Nous ne généralisons pas. Tu ne me connais pas, tu ne me connais pas. Et les autres ne cotisent pas. Non, évitons d'invectiver les autres. Quand on parle de façon générale... Attendez. Je vais vous dire une chose. Quand on est allé à la haie avec les Ivoiriens, d'ici la haie, l'aller-retour ne coûte pas 10 €, n'est-ce pas? Non. Nous n'avons payé que 10 € parce que quelqu'un a subventionné les bus. Nous sommes allés, nous avons trouvé que les femmes qui sont venues, ils ont apporté à manger, mais à gogo. Nous sommes allés trouver que nos petits drapeaux congolais, là, on en avait honte. Ils ont emmené plus de 1000 drapeaux de tous les pays africains. Donc, quand le journaliste rapporte, moi j'ai vu comment ils distribuaient les drapeaux à chacun. Hein. Si tu es congolais, on te donne un drapeau sénégalais. Si tu es sénégalais, on te donne un drapeau mozambicain, ainsi de suite. Mais les journalistes ont compris que ce sont chacun qui portait un drapeau était quelqu'un de ce pays-là avec son drapeau de son pays. Ils ont pensé que c'est tous les Africains qui sont venus. Il y avait plus de 800 personnes qui sont venues. Ça, c'est cotisé. Mais parce que les Ivoiriens étaient organisés, ma soeur. Eux, ils vendaient, même les drapeaux, ils vendaient les jus, ils étaient cotisés, organisés. C'est qu'on ne fait pas. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, il y a une différence entre ce que nos petites cotisations et la grande organisation des Ivoiriens. C'est pas pareil. Massadio, c'est pas pareil. Massadio, ça veut dire que l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire que l'Afrique de l'Ouest est plus structurée que l'Afrique centrale. Sans avoir... Oui, en toute chose. En toute chose, même comment on voit venir en aide à leur village par des cotisations. C'est-à-dire, vous savez combien ils cotisent par mois, par communauté? 5 €. 5 € seulement. Mais après, il y a tellement de cotisations par mois de chaque ressortissant d'un village, d'une localité, jusqu'à une région. C'est-à-dire par région, pour ton village, tu cotises 5 € par mois. Pour ta région, pour ta localité, hein, le département, tu cotises 10 €. Pour ta région, tu cotises 15 €. Pour ton pays, tu cotises 20 €. Donc voilà.
Donc, par mois, tu n'as même pas dépensé 50 euros. Mais comme ils sont nombreux dans la diaspora, en Côte d'Ivoire, par exemple, on a entre 4 et 5 millions de Maliens. Au Congo, on n'est pas grand là-bas, mais les Maliens font entre 10 et 20% de la population quand même. En France, ici, après la communauté algérienne, c'est les Maliens. Donc, tous ces petits sous l'un mis dans l'autre, ça fait que c'est des gens qui achètent des corbières pour leur pays, leur localité, construisent des mosquées, construisent des maternelles, construisent des forages, construisent, mettez, avant qu'il y ait des portables là, mettez des centres, des cabines téléphoniques pour qu'ils aient des nouvelles les uns des autres. Quand quelqu'un est malade, on évacue, ainsi de suite. Moi, j'ai vu les Maliens quand ils sont malades au Congo, qui n'ont pas d'argent, qu'ils ont tout mis dans leur santé, ça va pas pour évacuer. Il suffit que quelqu'un aille à la mosquée pour dire, ah, il y a telle personne, en tel lieu qui a tout. Il trouve le billet tout de suite, ou bien, même si c'est pas par cotisation, une seule personne va dire, bon, moi, je prends le billet, déjà. C'est vrai. Nous, les Congolais, nous n'avons pas ça. Alors, c'est pas, est-ce que c'est un manque de volonté, c'est un problème de culture, parce que c'est la culture qui joue aussi, parce que la culture malienne, non, à la base, elle n'est pas la même que Par contre, le Congolais, là où il est imbattable, c'est pour des choses de famille. Quand il y a quelqu'un qui doit voyager, quelqu'un est mort, pas quand il est malade, hein, là, on voit la solidarité agir. Ça, c'est clair. Mais surtout devant la mort. Quand c'est trop tard. Quand c'est trop tard. Aux assises, il y a beaucoup de grands là. Ils sont grands, ils parlent, ils font des théories, mais quand il s'agit même de sortir 1 euro, ils jettent son visage ailleurs. Pour payer la salle. Et c'est le même, moi j'en connais, je peux même citer tout ça, grand, tu n'as jamais donné même c'est pas le but, c'est pas le but. Oui, mais donc, on sait que c'est un problème, on s'arrête, c'est un problème, c'est juste un problème, c'est pas le but. Une salle qui coûte 300 euros, pour donner les 300 euros, il y en a, quand maintenant, le panier passe, il ne donne même pas. Non, monsieur Gaïno, c'est pas vous qui l'a indexé, c'est pas vous, hein. Il a donné un exemple. Non, il a dit, je n'ai jamais donné. Non, c'est pas vous, non, il n'a pas dit ça, il a dit grand. Non, il a dit, j'ai entendu. Non, c'est pas vous, c'est pas vous. Non, c'est pas vous. Mais comment? Il a donné un exemple. Moi, je ne peux pas parler de toi. Non, monsieur Gaïno, c'est pas vous. Il a dit, je peux dire grand. Je peux dire grand. Vous n'avez pas donné. Non, monsieur Gaïno, c'est pas vous qui l'a indexé. Excusez-moi. Non, ça fait 2 fois déjà qu'il Non, ne prenez pas ça de manière individuelle. Vous l'avez dit, monsieur Gaïno. Il ne connaît pas ce que j'ai fait. Non. Même s'il a donné, il ne connaît pas ce que j'ai fait. Mais il n'a pas dit vous. Non, monsieur Gaïno, c'est pas vous. Sadio, c'est pas vous. Arrêtez d'amener le problème. Bon, on va revenir sur Sadio. On a 2 questions. 2 questions pour terminer, s'il vous plaît. 2 questions pour terminer, ma Sadio. J'ai donné. D'accord, s'il vous plaît, madame Sadio. 2 questions pour terminer. Aujourd'hui, le président Goïta, il est vraiment installé. C'est vrai que de plus en plus, les gens se posent des questions un peu sur lui, sur Ibrahim Traoré, je crois, hein, du Burkina Faso, qui sont en train réellement de montrer des signes un peu à la Poutine, hein. C'est un peu ce qui se passe, ce sont les petits de Poutine. Poutine tient aujourd'hui un peu la côte haute en Afrique, même si c'est un dictateur, mais on préfère Poutine parce qu'il tient tête aux Occidentaux. Est-ce que vous ne pensez pas, quelque part, que vous allez apparaître aux yeux des Africains comme, allez, le mot est un peu fort, mais je ne veux pas le dire plutôt, mais comme ceux qui soutiennent encore, de manière conservateur, la France-Afrique? Mais j'ai pas compris. Est-ce que vous ne serez pas considérés un peu comme des gens qui sont contre les Africains, qui veulent s'émanciper de la France-Afrique? Oui, mais chacun a sa perception. Chez nous, c'est ça le problème. Les gens sont dans la perception, ils sont pas dans la réalité. Moi, je sais que aujourd'hui, même si je voulais aller, même nos partenaires, hein, on en a beaucoup, hein, je vais pas vous dire lesquels, les conseils, alors que nous-mêmes, on n'avait déjà pas l'intention, les conseils, c'est de ne pas approcher Macron. Parce que il est en fin de vie politique et en plus, il traîne les casseroles. Moi, si vous avez vu, depuis que je suis à Téléchute, mon avant-dernière émission, j'ai pris Antoine Glaser, j'ai pris Geneviève Gottinger qui était l'ancien DG de RFI, j'ai pris un Gabonais neveu de Bongo pour parler justement du double langage, de l'ambiguïté des relations de la France avec l'Afrique, où ils n'ont pas, ils sont pas allés par le dos de la cuillère pour dire l'échec de la politique, surtout de Macron en Afrique. Surtout de Macron en Afrique. Donc nous, c'est pas ça.
nous avons nos entrées, c'est-à-dire si nous devrons traiter avec les gens en matière de diplomatie, nous n'irons voir personne, aucune personne. C'est-à-dire on envisage déjà de faire une manifestation panafricaine, ça sera même pas en France, ça sera en Belgique, contre les différentes juntes qui pèsent dans le Sahel et au Mali. Voilà. Donc ça sera même pas en France. On n'a aucune action avec Macron, ni avec un Français. Si nous devrons voir les gens, ça sera peut-être au Sénat, ça sera à l'Assemblée, mais les indépendants et les amis de l'Afrique, les groupes les groupes les groupes qui sont des amis de tel pays, et leur dire, incliner notre vision de ce que nous projetons de faire. Voilà. Et en Allemagne, on aura par exemple la ZTZ avec qui on voudrait bien travailler et avec la ministre des Affaires étrangères qui est une écolo, qui n'est pas française du tout, ainsi de suite. Nous irons au Parlement européen, nous irons, comment on appelle, à Genève, à Strasbourg, à Bruxelles, nous irons partout là-bas, mais c'est pas pour rencontrer des Français, c'est pour des questions de droits de l'homme, parce qu'il y a eu beaucoup d'exactions. Il faut qu'on défende les droits de l'homme. On a créé une association parce que nous savons que ça prendra du temps, le temps qu'un pays nous reconnaisse comme gouvernement en exil. Parce que pour nous, ça participe de la désobéissance civile qui est constitutionnelle, au contraire du coup d'État, qui est un crime imprescriptible. Donc nous faire reconnaître et puis déployer notre vision afin que soient coupés certains avantages destinés au Mali pour nous les remettre, nous qui sommes, nous considérons comme le gouvernement qui n'a pas pris les armes pour s'imposer aux Maliens. Voilà ce qui est notre vision. Mais la France, je vous assure, vous me chercherez là-bas, vous ne trouverez pas. Non. Alors, monsieur, chacun de vous, s'il vous plaît, une dernière question et on conclut, s'il vous plaît. Moi, c'est plus pour le gouvernement en exil. Moi, je pense que l'Union européenne, le 27 ou le 28, là, ne peut pas être un gouvernement sans l'aval de la France. Surtout qu'ils savent que les 14 pays-là, c'est toujours la France qui est derrière. Ils peuvent pas... Non, c'est faux, ça a changé. Vous allez voir, moi, parce que je suis aussi chercheuse à l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Afrique, en Europe, où nous disons que pour préserver, tant que les autres pays, les autres continents, l'autre partie du monde sera insécurisée, la France elle-même ne pourra pas. Donc nous, les Africains qui sommes là-bas, dans Félix Tikaya, nous insistons à ce que les Blancs nous foutent la paix, qu'ils cherchent leurs problèmes sécuritaires à l'intérieur, qu'on ait des combats communs qui sont des combats climatiques, mais qui gèrent leurs problèmes de sécurité à l'intérieur. Moi, j'ai fait mien cette phrase qui dit que l'armée française est devenue SDF en Afrique. Ça, c'est vrai. Et donc, même l'Allemagne est en train de vouloir tout prendre à la France. On voit la Russie, mais il n'y a pas qu'elle. L'Allemagne ne veut pas rentrer dans des problèmes de la France avec ses anciennes colonies. Elle crée son sillon pour s'imposer. Là où partout la France est chassée, là où partout la France a des problèmes, l'Allemagne pointe son bout de nez. Et vous allez voir que chaque pays, pour se construire, pour maintenir sa construction, fera de plus en plus ça. Donc, une autre forme de colonisation plus européenne va se mettre devant nous sans qu'on ne le voit venir. Et vous avez vu que partout, sur le golfe de Guinée maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'Union européenne qui est allée mettre 4 bases militaires, 4 missions militaires sur le golfe de Guinée, à côté de nous, là où partout passe le truc. Donc, ce n'est plus à la longue, c'est pas qu'un problème entre la France et l'Afrique, mais l'Europe et l'Afrique. La France a compris depuis longtemps qu'elle se fragilise économiquement, ça tient pas. Elle s'adosse à l'Europe et fait porter l'Europe certaines charges. Et donc ça, certains Européens lui prennent certaines marges. Voilà ce qui se passe. Donc, si nous ne faisons pas attention, ça ne sera pas que la France, mais l'Europe qui va venir nous envahir. M. Gaïno et doucement, doucement. M. Dion, voilà. S'il vous plaît, question courte, 2 minutes, ou bien juste une analyse, juste une remarque, et on va laisser Mme Sadio conclure. Non, mais écoutez, moi, je reste perplexe sur l'argumentaire de Mme Sadio Conté comme solution à la crise malienne, solution à la situation malienne, la proposition de la mise en place d'un gouvernement d'exil. Je ne pense pas que ce soit une solution efficace. Voilà. Ouais, c'est votre droit. Monsieur Gaïno? Non, je dirais que dans un pays où il y a des problèmes, toutes les solutions sont toujours envisageables. Maintenant, si cette façon de faire
peut permettre les négociations ou peut permettre le dialogue, c'est tant mieux. Parce que sans dialogue, on ne peut pas résoudre les conflits. Et pour arriver au dialogue, il faut créer une force quelque part. Parce que dans le pays, parfois, on n'arrive pas à créer des forces. Quand on crée une force à l'étranger, si elle est forte, on arrive à faire plier les autorités locales pour les amener vers le dialogue. Je crois que c'est nécessaire le dialogue dans un pays. Merci beaucoup. Sadio, en tout cas, merci beaucoup pour le calme et la patience et surtout les explications. On aurait bien voulu vous garder plus longtemps, mais le temps est toujours court quand les débats sont intéressants. Et puis, nous, Congolais, il faut qu'on apprenne à échanger et non à s'invectiver. Quand on invective quelqu'un, on ne prend pas le meilleur. Voilà. Si je t'écoute et que tu m'écoutes, nous avançons. Mais si tu penses qu'il faut me casser pour dire que oui, tu as eu raison de moi, tu ne m'apprendras rien, je ne saurai rien de toi. Alors qu'en échangeant, on apprend les uns des autres. Il faut qu'on apprenne ça. Alors moi, je vous laisse un peu le mot de la fin tout en vous demandant aujourd'hui comment on va vous appeler. Madame la ministre ou toujours... Non. Moi, je crois que c'est plus dans la symbolique et pouvoir faire bouger les choses. C'est ce que je vous ai dit. Les langues maliennes sont déliées aujourd'hui. Les manifestations reprennent. Pour la première fois, parmi la multitude de personnes arrêtées au Mali, c'est grâce à notre pression et depuis qu'on existe. Vous avez vu que notre Premier ministre était sur RFI aujourd'hui. Vous l'écouterez demain matin. Demain soir, il sera sur TV5. Beaucoup de médias nous soutiennent et ça fait que nous, on a un général qu'on appelait X qu'on a mis pour lutter contre le terrorisme. Et depuis qu'on a fait ça, ils ont nommé beaucoup de généraux. Je crois que c'est pas fortuit, c'est pas gratuit, alors que eux-mêmes sont restés à l'étape de colonel. C'est pour dire que nous avons peut-être des relations avec l'armée et pouvoir les contenter pour qu'ils ne nous suivent pas. Ça veut dire que depuis qu'on est là, les choses bougent. Aujourd'hui, il y a des dizaines d'arrestations avec mandat de dépôt, sans flagrance au Mali, et que celui qui a été dernièrement arrêté n'a même pas fait une semaine en prison, et la justice et le truc, on les a pliés, ils ont libéré la personne. Voilà. Il reste un journaliste qui avait manifesté, qui avait couvert l'événement, la manifestation du 7 juillet qu'on a pris. Nous allons continuer à faire la pression pour que lui soit libéré et du coup avec les autres. Voilà déjà des petits avancées qu'on a pu noter depuis que nous sommes là et nous espérons que ça prendra de l'ampleur parce que nous ne sommes pas seuls. Beaucoup de gens du monde viennent taper à nos portes avec des moyens conséquents et ils ont déjà, avant de venir à nous, ils ont palpé le terrain au Mali, ils ont vu le nombre de partis à l'interne qui sont avec nous et qui sont prêts à lâcher du monde et je ne citerai pas d'autres obédiences pour qu'on n'aille pas les cibler. Et là, on a demandé aux jeunes de faire des manifestations spontanées des vendredis dans les mosquées, puisqu'on ne leur permet pas de dire leurs mots et de se fondre dans la foule pour ne pas qu'ils fassent, mais qu'ils fassent des vidéos et qu'ils nous les mettent pour qu'on voit qu'est-ce que ça va donner. Donc, libérer la parole déjà, je crois que c'est un bon début et on est là à peine depuis le 25 mai. Merci. S'il te plaît, Sadio. Moi, j'aimerais savoir, mais la rumeur qui circule que Assimi Goïta est soutenu par la majorité du peuple malien. Elle est fausse ou vraie? C'était vrai au début, pas aujourd'hui. Mais maintenant là, puisque non, aujourd'hui on a des journées de 30 heures sans électricité. Et vous savez, quelqu'un qui ne mange plus, qui perd sa dignité parce qu'il a perdu son emploi, parce qu'il ne peut pas soutenir le régime qui a fait que cela est arrivé. Ça, c'est pas vrai. C'est même pas de l'intelligence de dire ça, c'est une logique. C'est même pas de l'intelligence de dire ça. Donc, tous les pans de l'économie du Mali sont par terre. Le mois de Ramadan, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que les morgues se faisaient à la morgue, il y avait des concurrences de cadavres. On mettait pour quelques heures un cadavre qui, lorsqu'on le sortait, était déjà pourri. Donc, on le met dans la morgue quand c'est l'heure d'aller le prendre pour que les parents puissent croire qu'il était au frais. C'est pas vrai. Il y avait donc la forte chaleur qui avoisinait les 50 degrés. Les morsures de serpents ont occasionné beaucoup de morts sans électricité. Et donc, c'était des embouteillages devant les cimetières. Et ce qui est rare dans les pays musulmans de voir qu'il y a plusieurs morts dans la journée parce qu'il y a tellement de cimetières. C'est pas comme chez nous, hein, où il y a que quelques cimetières. Quand il y a un mort, tout le pays est au courant. Non. Là-bas, les cimetières, c'est par quartier. Comme ici.
chaque quartier a son cimetière, donc on voit pas, on n'est pas, voir les corbillards et les trucs ne sont pas courants, quoi. On les voit pas fréquemment parce que les cimetières de proximité, mais là, c'était visible. Il y a eu des journées où on a enregistré plus de 140 enterrements dans un seul cimetière, ce qui n'est pas normal. Donc, quand les gens, ils ont passé la Tabaski comme ça sans pouvoir coudre leurs habits, ils ont la petite fête, pardon, et la Tabaski, c'est dans quelques jours, même ambiance. Et alors que la Tabaski se prépare dans environ 2 mois, hein, parce que les gens changent leur maison, nettoient, cousent, font des trucs, des bijoux, des habits. Et c'est une activité qui se passe sur environ 2 mois. Mais là, c'est complètement mort. Et l'année passée, le Tabaski, le mouton était à 80 000. Cette année, c'est passé à 150 000. Les gens ne savent même pas comment ils vont faire. Tout en sachant que beaucoup de cheptels ont été volés par les terroristes pour les envoyer dans d'autres pays. Aujourd'hui, on trouve plus de moutons au Sénégal qu'au Mali, alors que c'est le Mali qui fournit le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Voilà un peu ce qui se passe. Donc, c'est des vies et des vies, des dignités que les gens perdent. Et vous savez ce que c'est que la notion de dignité chez les Ouest-Africains. Ah, donc, quand un père de famille n'arrive plus à assurer les 3 repas, il préfère se suicider. Voilà. Madame Sadio, merci beaucoup pour pour vos réponses et pour votre disponibilité. Excusez-nous pour vous avoir pris au dépourvu, mais merci en tout cas. Je pense que les Congolais et les Maliens et les Africains comprendront mieux votre engagement. Merci Sadio. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Merci. Au revoir et bonne soirée.